Bonjour mesdames et messieurs, Radio Jojo à l'appareil. Aujourd'hui, chronique littéraire. Je vous parle d'un livre qui s'intitule Homo Connecticus, qui a été publié en 2015, 1995. Qu'est-ce que je raconte pas comme bêtise, dont l'auteur est monsieur Christophe Médicis. Donc c'est un livre qui est publié aux éditions. Alors attendez, je vais retrouver ça. Je vais vous dire ça tout de suite. Ça a été publié aux éditions. Chez qui ça a été publié ce truc? Aux éditions Psycho. Voilà, où ça c'est le rayon Psycho. Non, d'Angle. Édition d'Angle, qualité Psycho. Homo Connecticus. Comment maintenir une haute qualité relationnelle à l'ère du numérique. Alors Christophe Médicis, qui c'est notre ami Médicis? Eh bien Christophe Médicis est un psychosociologue, formateur en communication, life coach, conférencier et fondateur de la méthode haute qualité relationnelle. C'est un homme de médias, il anime l'émission de radio Le Goût des Autres et intervient régulièrement à la télévision en tant qu'expert bien-être. De l'histoire à la psychosociologie, en passant par le théâtre, la formation, le life coaching, les médias, Christophe Médicis aime aider les humains à y voir plus clair, à comprendre, à donner un sens à leur vie. Voilà, il a créé la haute qualité relationnelle, la méthode HQR, donc, en 2008. Et donc ça, on a lu ça il n'y a pas longtemps. Et on fait une petite vidéo rapide sur ce bouquin qui n'est pas si mal, qui se lit rapidement, qui est un livre de conseils, de commentaires, donc c'est écrit par un expert du bien-être, et qui se fonde sur un constat qui est unanime, on peut le dire, c'est que l'émergence massive des NTIC, donc ces nouvelles technologies, je sais pas quoi de communication, a un impact sur l'homme et son rapport au monde, en nous faisant basculer dans ce que l'auteur appelle l'ère PGV. Donc c'est l'ère de la permanence, parce qu'on est connecté en permanence, et grâce à ça, l'auteur souligne quand même que le capitalisme, il a trouvé à travers Internet et cette connectivité un fabuleux allié pour nous faire consommer tout le temps. Donc, le G, c'est la généralisation, c'est l'effet traînée de poudre, c'est-à-dire que comme on est tous connectés, hop, il y a tout qui va il y a tout qui va à tout le monde. Tout le monde peut avoir l'info de quelque chose. Voilà, c'est le marketing viral, faut le dire. Qui fait que le désir pour un même objet, un même service, un même héros se généralise aux quatre coins de la planète en même temps. Et puis il y a la vitesse, c'est le V, la vitesse, qui fait qu'en fait aujourd'hui tout va à 15 000 à l'heure. C'est-à-dire qu'à peine que tu as fait le truc, ça y est, le lendemain tout le monde est au courant déjà. Alors ça pour l'auteur, c'est un changement d'air. Ce changement d'air, il pousse l'auteur donc à nous donner un nouveau nom à nous, à l'homme, dans ce stade de l'évolution, dans cette vision darwinienne qui est la sienne, c'est l'Homo Connecticus, qui possède notamment la caractéristique d'être un individu hyper connecté. Et il est vrai que le phénomène, l'ampleur du phénomène parle pour lui. Donc là, on est en 2015, je rappelle. Donc fin 2014, d'après l'Union internationale de télécommunications, nous étions 2,9 milliards de terriens à avoir accès à Internet. Et on dénombre près d'1,5 milliard de joueurs dans le monde, de gamers comme il appelle ça. En 2014, Google, c'est 1 milliard de clics par jour, 3 milliards 300 millions de requêtes quotidiennes, 100 milliards chaque mois. Je sais pas si vous voyez le bordel. 100 milliards j'ai cliqué Google entrée chaque mois. C'est énorme. Et YouTube, c'est 4 milliards de vues par jour et 100 heures de vidéos, c'est ce que je vais y contribuer, chargées par minute. Par minute. Je sais pas si vous voyez la taille des serveurs qu'il faut pour gérer tout ça. Donc il dit qu'en 2014, on produit 300 milliards de gigaoctets tous les jours, ce qui, pour le big data, est une très bonne chose. Et que voilà, il planifie que 40% de la population mondiale sera connectée d'ici fin 2015. Et que selon une étude réalisée par Orange en 2025, 90% des humains seront des Homo Connecticus, seront des gens ultra connectés. Alors quand on dit ultra connecté, ou même connecté tout court d'ailleurs, c'est pas la peine de rajouter un superlatif, on parle de quoi? Être connecté, c'est être utilisateur d'un objet qui peut être un objet du quotidien et qui peut interagir avec Internet via une interface numérique. Voilà. Donc l'objectif, il est clair pour
ceux à qui cela profite, hein, il prend l'exemple de Facebook par exemple, qui depuis des années, cette société elle mène le projet Internet.org, hein, qui vise à apporter Internet aux 2 tiers de la population mondiale qui l'ont pas. Hein, et donc, voilà, d'augmenter sa puissance à eux. En fait, c'est le réseau, c'est le développement du réseau qui va apporter leur puissance. Et le développement des objets connectés, voilà, c'est très important. Alors, on peut se demander, d'ailleurs l'auteur il se pose la question dans le livre, pourquoi le développement de la connexion c'est si important et qu'il est soutenu et par les politiques et par l'opinion publique, ça veut dire la presse, alors même qu'on sait aujourd'hui, et déjà à l'époque on le sait déjà en 2015, que les problèmes liés à cette hyperconnectivité, il y en a plein, ça foisonne, ça crée plein de problèmes. Alors, lui, il explique, et là-dessus, je pense qu'il a totalement raison, c'est qu'il y a un premier élément de réponse qui est idéologique. Cette hyperconnectivité-là, elle va dans le sens du progrès, de la modernité, hein, puisque Homo connecticus est un agent majeur de la révolution civilisationnelle qu'on est en train de vivre, et qui fait écho avec la rupture du monde ancien. En ce sens, l'Homo connecticus, il encourage aussi la croissance, parce que le phénomène dont on parlait justement d'être connecté machin, ça pousse les gens à consommer, et non seulement ça accroît la mondialisation des échanges, mais ça l'accélère, c'est-à-dire que plus vous avez d'objets connectés en circulation, plus vous avez d'échanges mondiaux, quoi, de mondialisation, si vous voulez. Et je parle de produits réels, ce coup-là. Surtout qu'en plus, l'Homo connecticus, c'est un Homo consumen, hein, comme il le dit. Donc, il donne vie à un nouveau marché, conséquent. Hein, et par exemple, il nous cite une étude de la revue 60 millions de consommateurs qui montre qu'en 2014, il y a 1 million d'objets connectés qui étaient en vente, ce qui constituait 9 milliards d'euros de budget dépensé par les citoyens du monde entier. Et ça, c'est rien du tout, c'était le tout début. Hein, et il nous le confirme parce qu'il y a une autre étude qui vient du cabinet d'études Gartner qui estime que le secteur de l'Internet des objets devrait peser 1900 milliards à l'horizon 2020. On dénombrera alors près de 30 milliards d'objets connectés dans le monde. Alors là, on va faire une parenthèse parce que nous, on est en 2020 et on peut dire qu'on n'en est pas là quand même. Ils étaient devenus vraiment... ils avaient une vision exponentielle, mathématique, machin. Donc c'est pas le cas. Mais quand même, on peut dire voilà, qu'il y a effectivement que ça croît vite. Et c'est depuis 2018, en France par exemple, que le marché de l'objet connecté a vraiment cru énormément, quoi. Il a explosé à ce moment-là. Sachant que, par exemple, on va donner un exemple. Hein. Il a par exemple, il nous dit quoi? Il nous dit qu'en 2018, 1 milliard d'euros en vente en France d'objets connectés, c'est le marché français, 1 milliard. Donc on n'est pas au... il disait combien là? 30 milliards ouais, on disait pas que... Bon, c'est pas du 1900 milliards de dollars à l'horizon 2020, parce que sinon on est à 1 milliard, bon, il y a un an ou deux, là, donc peut-être un peu plus maintenant, mais voilà. Mais ça veut dire quand même que ça croît, ça bombarde. Et il y avait un autre institut GFK, voilà, qui disait que en France, il se vendra 2 milliards d'objets connectés en France entre 2015 et 2020. On en est très loin. Même si ça se compte en plusieurs millions, mais on en est très loin. Donc là, ils avaient un petit peu la folie des grandeurs. Cela dit, cette tendance-là, elle est générale et elle est vraie. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Là, l'auteur, il nous dit, bon, alors ça, c'est la croissance. Alors, c'est vrai que ça permet l'émergence de nouveaux marchés. Mais c'est pas non plus la seule chose qui est intéressante pour les entreprises, c'est que l'Homo connecticus, c'est aussi le client rêvé pour tout le monde parce qu'il est totalement transparent. Hein, en fait, la problématique toujours, c'est pour chaque marque qu'il faut trouver les bonnes personnes, la bonne audience, le bon moment. Et grâce à Internet, c'est possible de faire ça. C'est possible d'identifier exactement quand est-ce que de cibler le marché qui est le meilleur, de cibler les meilleurs clients potentiels et de leur parler au bon moment en plus. Donc c'est pour ça que par exemple l'e-marketing, il s'est mis au service de la politique. Hein. Politique qui est censée s'occuper du vivre ensemble, hein, comme nous dit l'auteur. Alors qu'aujourd'hui, une campagne se joue beaucoup sur Internet, beaucoup plus aux États-Unis qu'en France. Ça fait aucun doute. On a vu qu'aux États-Unis, c'était des enjeux très importants, et notamment avec le Russia Gate pour Donald Trump, et que les NTIC, donc les nouvelles technologies d'information et de communication, voilà, ça m'est revenu, ont amplifié en tant que caisse de résonance le storytelling des candidats. Et ça, c'est très important à prendre en compte aussi. C'est-à-dire qu'il va falloir maintenant voir comment... Alors, en Europe, ça va être très différent parce qu'on est sur une autre façon de voir les choses. Mais ça, c'est vrai qu'aux États-Unis, et peut-être dans d'autres pays, je sais pas, c'est très fort et c'est une tendance qui se renforce.
Donc il faut être bien conscient de ça, il nous le dit page 205 l'auteur. Soyons-en bien conscients, nos données d'Homo connecticus, ça vaut de l'or. Et là, il rappelle le modèle économique de Google, qui repose à 90% sur la vente de publicité quand même. Donc ça veut dire que les mecs, ils vampirisent vos données et ils les revendent pour faire de la pub après derrière, on va dire, pour identifier les meilleurs segments, les meilleurs moments pour vous parler, pour vous vendre. Et que la vente de données pures, carrément le data pur, c'est une vente, c'est un marché qui va atteindre une taille de 25 milliards de dollars en 2016. Donc là, vous imaginez, plus ça va, plus il y a d'objets connectés, plus il y a de data. Enfin, donc la croissance exponentielle, là aujourd'hui, je sais pas combien il vaut ce marché, mais c'est beaucoup plus. Et ça nous aide à comprendre pourquoi les GAFA, l'opinion publique et la classe politique se soutiennent mutuellement dans l'extension du réseau Internet. Et là, on peut voir récemment, voilà, tous les débats qu'il y a autour de la 5G et de la lutte qu'il y a par rapport à ça. On peut noter d'ailleurs que les marchés de base, c'est-à-dire que ceux qui sont les mieux connectés, sont aussi toujours les marchés les plus solvables. Et ce qui nous l'illustre bien, ce qui nous le montre, c'est les pays les plus connectés du monde, la Norvège, la Suède, le Danemark, avec 95 et 94,5% de leur population ayant accès à Internet. C'est aussi parmi les pays les plus riches de la planète, comme chacun sait. Donc effectivement, il y a un lien économique avec ça, qui est logique, qui est pas surprenant, mais qui existe et qu'il faut dire et dont il parle. Alors, il nous parle aussi du problème générationnel, du fait qu'il y a une révolution digitale, comme on dit, qui est en cours, une transformation, et que le philosophe américain Mark Prensky effectue une distinction entre les individus nés avec les technologies numériques et ceux nés avant. Alors, c'est les digital natives, et les secondes, c'est les digital immigrants. Donc moi, je suis plutôt un digital immigrant, parce que je suis pas né vraiment... nous, on est né avec les trucs Internet, enfin, il n'y avait pas Internet, moi, quand je suis né, donc voilà. Et qui s'intensifie, c'est-à-dire ceux qui sont nés avec ceux qui sont nés avec la technologie numérique et ceux nés avant, qui s'intensifie par l'augmentation de la solitude. Alors ça, c'est un phénomène qui met un petit peu en exergue et qui est intéressant. Une étude de l'INSEE de janvier 2012, donc ça fait quasiment 10 berges maintenant, et je pense que ça serait intéressant de re-regarder ce qu'ils nous ont sorti, qui recensait les célibataires en France, montrait une augmentation exponentielle des solos, comme appelle ça l'auteur. En 40 ans, leur nombre a plus que doublé, passant de 6% en 62 à près de 14% en 2012. Soit 9 millions de personnes vivant seules quand même. Ça, c'est beaucoup. Alors il y en a, ils vont dire, ouais, mais c'est quoi le problème de vivre seul ? Eh ben, le problème, c'est que il est ici. Lui-même, avec lui, il a une académie, l'Académie Médicis. Ils ont estimé, ils ont posé des questions. Et ils ont dit, oui, alors, ils sont allés chez les enseignants, là, dans un collège ou je sais pas où, là, dans plein de collèges même. Et ils ont dit, est-ce que vous diriez que l'arrivée d'Internet, ça vous a rapproché ou éloigné entre élèves et enseignants ? Eh ben, 70% des gens, ils estiment qu'Internet, ça les a éloignés. Donc, ce que l'auteur essaie de dire, c'est qu'en vérité, cette hyperconnectivité, ça rapproche pas les hommes, ça les éloigne. C'est-à-dire qu'à passer derrière notre temps via les réseaux sociaux et tout, au final, on s'individualise, on s'isole. Et donc, c'est pas une bonne chose, parce que c'est pas bon pour la santé d'être comme ça c'est clair. Et ça, c'est une tendance générale, mais ça, c'est sans compter sur la liste importante et longue de comportements déviants que provoque, on va dire, l'ultra-connectivité et le fait de rester collé à son écran comme un morbac, quoi, à une bite. Donc, on voit bien que l'impact de cette hyper-connectivité, il touche toute l'humanité. Parce que ça va faire en sorte qu'au bout d'un moment, on va perdre de vue l'importance de la réelle présence. Et là, dans ce contexte de confinement, de télétravail et tout, franchement, c'est quelque chose qui est important de rappeler, c'est qu'il faut du physique, quoi. Il faut du relationnel réel. Tout peut pas se faire à travers un écran, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, il le note page 14, pardon. Tout le monde s'accorde à dire qu'une consommation excessive d'écran est dangereuse pour la santé psychique et physique. Il parle des enfants là. Et d'ailleurs, il donne un exemple très clair. Pour chaque heure par jour durant laquelle bébé Connecticus regarde un DVD, ses apprentissages en vocabulaire diminuent de 6 à 8 mots par rapport aux enfants qui ne regardent pas de DVD. Page 18. Donc la responsabilité des parents, elle est directement engagée. Et quand on voit, selon certaines études,
que 60% des enfants de 10 à 12 ans sont déjà équipés de smartphones, là on est en 2014, et qu'une étude de l'INSERM de 2014, donc la même année, prouve que les enfants qui regardent le plus d'écrans sont ceux dont les parents consomment le plus de télévision et d'ordinateur, on voit bien qu'il y a un effet mimétique, et il y a un effet d'ultra-connectivité qui se répand dans la société de plus en plus jeune, de plus en plus fort. Et ça, c'est un problème, il le dit, hein. C'est un problème parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont du mal à se rendre compte des délais qui vont être produits, hein. Et en plus c'est difficile à changer parce que la notoriété aujourd'hui des objets connectés elle est très forte, quoi. Tu veux être moderne, tu veux être beau gosse, bah t'as ta montre machin, t'as ton smartphone truc, c'est compliqué, quoi. Alors bon, il nous dit quand même, il y a une prise en ce moment il y a une prise de conscience, hein, de la part des parents. Parce que voilà, il y a en France, en 2014, 40% des enfants qui disent avoir été victimes d'agression ou de méchanceté en ligne, hein. Et aussi qu'il y a une étude norvégienne dès janvier 2015, là, l'année où il publie son livre, auprès de 10 000 jeunes de 15 à 20 ans, qui a démontré que le risque de mettre plus d'une heure à s'endormir s'accroît de 50% chez ceux qui utilisent des écrans plus de 4 heures par jour. Donc lui, il le dit clairement, les gars, mollo sur les écrans, les mecs. C'est pas la peine de machin. Ça, c'est vrai pour les jeunes, mais c'est vrai pour les adultes. Et les adultes, ils sont pas protégés de ce genre de déviance et de problèmes au travail. Une étude récente affirme que 42% des salariés disent ne pas arriver à décrocher durant les congés. Et si on a dénombré 16% de burn-out sévères en France l'an dernier, donc en 2014, c'est aussi parce que le risque est évident. Lorsque la vie personnelle est absorbée par la vie professionnelle, cela peut générer une insatisfaction croissante, explique un psychanalyste qui s'appelle Serge Tisseron. Hein? Alors là, effectivement, il parle des cas extrêmes et tout, c'est vrai, il parle des cas extrêmes, on peut pas c'est indéniable. Mais cette perte de distance avec le virtuel, hein, qui semble devenir réel, hein, c'est une perception générale. Et d'ailleurs, dans le cadre du congrès de la Société britannique de psychologie, le docteur Monica Whitty a présenté une étude à ce sujet. Elle avait interrogé 250 étudiants d'universités irlandaises. Et les résultats sont les suivants. 51% d'entre eux estimèrent qu'une relation amoureuse développée sur le web, sans rencontre réelle, hein, s'apparentait à de l'infidélité. C'est-à-dire que toi, t'es avec ta meuf, tu parles avec une meuf via Internet, tu lui dis t'es bonne ou que sais-je, ou j'ai envie de t'embrasser ou que sais-je, bah t'es infidèle. Alors que t'as rien fait, hein. T'as tapé sur un ordinateur. Hein, parce qu'ils ont jugé que l'autre conjoint il se sentirait trahi en apprenant l'existence d'une telle relation. Hein. Et bon, après chacun son avis, ils ont pas complètement tort. Je sais pas si ma femme a fait ça, je serais content. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même factuellement, il y a rien. T'as pas trompé, quoi. Physiquement, t'as rien fait. Et des fois, t'as même pas vu les gens. Ils sont carrément à l'autre bout de la terre. C'est comme ça. Et qu'aujourd'hui, il existe aussi des pathologies liées à l'utilisation excessive du numérique. Et selon une étude récente, un Français sur 5 avoue ne pas pouvoir passer plus d'une journée sans son téléphone portable. Alors là, maintenant, je pense qu'on est à 0 sur 5. Hein. Alors lui, il appelle ça, c'est la nomophobie. Hein, on aura appris un nouveau mot aujourd'hui, la nomophobie, qui est l'angoisse de se retrouver sans son téléphone portable. Carrément, ça apporte un nom. Alors l'auteur, à la fin, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire dans tout ça? L'auteur, il essaie de nous dire qu'en effet, les NTIC, là, les nouvelles technologies d'information et de communication, remettent en cause notre position et nos rapports sociaux, parce qu'elles ont modifié nos comportements. Et par exemple, l'extimité, hein, qui est le contraire de l'intimité, hein, c'est-à-dire d'exposer au grand jour ce qui est du domaine de la vie privée, hein, c'est devenu tellement un phénomène important que c'est un choc générationnel pour la sociologue Marie-France Castarède. Hein, et que ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte aujourd'hui dans la compréhension de la société telle qu'elle l'est et telle qu'elle va continuer d'être. Alors il y a certains, ils y verront pas d'effet pervers, simplement un changement. Mais on sent bien que derrière, il y a quelque chose d'autre, hein, et qu'il y a une envie de remettre en cause l'ordre naturel et la position de l'homme dans cet ordre. Hein. Et d'ailleurs, les nouvelles options de Facebook qui permettent d'indiquer un légataire pour le compte, je veux dire, tu peux léguer ton compte Facebook, c'est un symptôme évident de cette envie de perpétuer sa vie à travers, même après la mort, à travers le numérique. Alors évidemment l'auteur il s'en inquiète, hein, mais bon il est positif, et ça on va pas lui jeter la pierre pour ça. Et il nous rappelle quand même qu'à tous les pessimistes qui noircissent à l'excel tableau du futur, je dirais pour finir cette chose simple et sublime: la vie est une chance, une vie d'Homo connecticus aussi. Hein, en même temps, on va pas lui en vouloir, c'est quand
Il vend sa méthode à travers ça, donc voilà, c'est de bonne guerre. C'est ce qui le fait vivre. Donc son petit optimisme, on ne lui en voudra pas. Voilà, on vous embrasse, on a fait le tour de ce petit livre qui était rapide, qui faisait, d'ailleurs je l'ai pas dit, mais qui pesait 262 pages, mais vraiment succincte, hein, je pense que un peu compilé, tu tires à 200 pages, c'est très léger, ça se lit. Il y a pas mal d'anecdotes, bon il est un peu vieux maintenant parce qu'il est de 2015, donc on n'a pas tous les chiffres exacts, mais ça vous permet de vous donner une idée de ce que c'est. Et voilà, je vous embrasse, on était le 19 août à 18h30, et je vous dis à bientôt.